Tu l'as déjà ressenti. Cette sensation étrange dans la poitrine lorsqu'elle te regarde. Le cœur qui s'emballe, les paumes moites, la certitude irrationnelle que cet instant, cette femme, signifie tout. Mais si je te disais que ce n'est pas réel, et si ce désir brûlant qui t'envahit en sa présence n'était pas de l'attirance, mais de la manipulation, pas celle qu'on imagine dans les films, pas des mensonges murmurés à l'oreille ou un plan machiavélique griffonné dans un journal. Non, c'est plus profond, plus subtil, plus primitif. Ce sont des mécanismes psychologiques que les femmes utilisent, consciemment ou non, pour plier les hommes à leur volonté. Des astuces qui ne passent pas par des mots, mais par des silences, des regards, la simple manière dont leur présence infecte ton système nerveux. Et la vérité la plus brutale, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un homme devient esclave de son désir. Il croit que c'est de l'amour, du destin, de la chimie. Mais derrière tout cela, dissimulé dans l'ombre de son esprit, autre chose tire les ficelles. Réfléchis. Combien d'hommes connais-tu qui ont perdu des années à courir après une femme qui ne se souciait pas d'eux? Combien ont vidé leur âme, leur argent, leur temps, pour finir rejetés comme des déchets? Et pourtant, ils la défendent, ils la justifient, ils disent « Elle est différente, tu ne comprends pas, elle est spéciale. » Spéciale? Non, elle savait juste quelle corde tirer. Tu t'apprêtes à découvrir ce que la plupart des hommes ne verront jamais. Les 5 pièges psychologiques que les femmes utilisent pour capter l'attention, la dévotion et les ressources des hommes. Des pièges enracinés dans l'instinct évolutif, aiguisés par la culture, renforcés par tes propres angles morts. Et avant de croire à une conspiration, comprends ceci. Beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles le font. Tout comme l'araignée ne réfléchit pas à la façon dont elle tisse sa toile. Elle tisse, mais pour la mouche prise dans la soie, la différence ne compte pas. Ces pièges fonctionnent. Et tant que tu ne les vois pas, tu restes une proie. Le premier pas, c'est la conscience. Sortir enfin ces jeux de l'ombre, voir clair, nommer les manœuvres qui t'enchaînent. Car une fois que tu les vois, leur pouvoir s'effondre, l'illusion s'efface. Mais laisse-moi te prévenir. La plupart des hommes ne veulent pas de cette connaissance. Ils préfèrent rester aveugles, car l'aveuglement est plus facile. Il protège la fantaisie. Il permet de continuer à courir après le rêve d'une rédemption dans les bras d'une femme. Toi, tu es différent. C'est pour cela que tu es ici. Et si tu as le courage d'aller plus loin, tu ne verras plus jamais les femmes de la même façon. Elle n'a même pas besoin de parler. Parfois, il suffit qu'elle détourne le regard, que son sourire s'attarde, puis disparaisse comme de la fumée. Cette pause avant qu'elle ne réponde à ta question, ce silence, chargé, lourd, suffocant, n'est pas accidentel. C'est le premier piège, le mystère. Et le mystère n'est pas passif. Le mystère est un pouvoir. Jung nous a appris que le psychisme projette des désirs inconscients sur les gens que nous rencontrons. En d'autres termes, tu ne la vois pas. Tu vois un reflet de ta propre faim, de ton propre idéal féminin enfoui. Voilà pourquoi elle te semble différente. Voilà pourquoi elle te paraît spéciale, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce que ton inconscient peint sur son visage. Et le plus dévastateur, elle le sait, peut-être pas consciemment, peut-être pas en mots, mais intuitivement, elle comprend la force magnétique du mystère. Elle te laisse combler les blancs, elle te laisse projeter, et dans cette projection, c'est toi qui construis ta propre cage. Imagine-la comme une toile blanche, et toi, avide de sens, de beauté, de salut, tu commences à peindre avec tes propres fantasmes, tu lui attribues des qualités divines, tu l'imagines déesse, guérisseuse, sauveuse. Elle n'a rien à prouver, rien à gagner. Tu lui tends la couronne avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Et les hommes tombent dans le piège. Chaque fois. Pourquoi?
parce que notre cerveau est câblé pour chercher des motifs, pour compléter des histoires, pour courir après le mystère. Évolutivement, le mystère intensifie le désir. La femme qui se retient, qui garde les hommes dans le doute, attire plus que celle qui se livre entièrement. L'incertitude attise l'obsession. Les questions sans réponse créent une dépendance chimique. Neurologiquement, c'est la dopamine. Psychologiquement, c'est la projection. Spirituellement, c'est l'aveuglement. Tu te dis, je ne peux pas arrêter de penser à elle. Mais tu ne penses pas à elle. Tu penses aux rêves que tu as bâtis sur elle. Voilà pourquoi le mythe de la femme mystérieuse traverse toutes les cultures, tous les films, toutes les époques. D'Hélène de Troie à la femme fatale des films noirs, les hommes ne sont pas attirés par la femme elle-même, mais par le vide qu'elle crée en eux. Un vide qu'ils essaient désespérément de combler par leur propre désir. Le mystère n'est pas inoffensif. C'est le plus vieux piège. Et lorsqu'il se combine à tes propres projections inconscientes, il devient létal. Jung dirait, l'homme qui ne distingue pas la femme devant lui de la femme en lui est condamné à l'esclavage. Il s'agenouille devant un mirage. Alors, comment contrer ce piège? Par une clarté brutale. Voir la femme telle qu'elle est, et non comme ton inconscient veut qu'elle soit. Cela demande de la discipline. Cela demande de la conscience. Et la majorité des hommes n'y parviendront jamais. Ils continueront à adorer le masque. Mais pas toi. Tu viens de voir à travers le premier piège. Et plus tu avances, plus l'obscurité s'intensifie. Car si le mystère enchaîne ton esprit, le deuxième piège, lui, enchaîne ta biologie. Il y a une raison pour laquelle des royaumes sont tombés à cause d'un simple visage. Une raison pour laquelle les hommes ont écrit des poèmes, déclenché des guerres et mis fin à leur propre jour pour un éclat de beauté qui leur glissait entre les doigts. Ce n'est pas une exagération, c'est l'histoire, c'est la biologie, c'est le deuxième piège. L'arme de la beauté. La beauté n'est pas neutre, elle n'est pas inoffensive, elle est la forme de pouvoir la plus ancienne. Arthur Schopenhauer a dit « Ce qui est beau est la promesse du bonheur ». Il avait raison, et terriblement tort, car la beauté ne promet pas le bonheur, elle promet l'espoir, et l'espoir enchaîne. Pense à ce qui se passe en toi lorsqu'une femme magnifique entre dans une pièce. Ta poitrine se contracte, ta gorge se dessèche, ton corps réagit avant même que ton esprit ne formule une pensée. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la biologie. L'évolution t'a programmé pour répondre ainsi. Tes ancêtres qui ignoraient la beauté ne se sont pas reproduits. Ceux qui l'ont poursuivi, adoré, ont transmis leur gène. Et te voilà maintenant, porteur de cette malédiction. Mais la beauté seule ne suffit pas. Une femme ne se contente pas d'être belle. Elle sait comment manier sa beauté. La façon dont elle s'habille, l'inclinaison subtile de sa tête, la pose calculée avant de croiser ton regard, rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des signaux, des déclencheurs, ajustés avec précision pour activer des instincts que tu ne contrôles pas. Et voici le piège. Sa beauté n'est même pas pour toi. Pas vraiment. C'est un appât. Un leurre lancé dans les eaux profondes de ton psychisme pour voir à quel point tu es désespéré. Le compliment que tu lui adresses, elle l'encaisse comme une monnaie. Le regard que tu voles, elle l'enregistre. Ton silence lorsqu'elle passe, elle le note. Et une fois qu'elle sait qu'elle a capté ton attention, elle déploie la deuxième moitié du piège, la privation. Car l'attention, tout comme la beauté, est une drogue. Elle t'en donne un peu, un sourire ici, un contact là, un rire à ta blague, juste assez pour te garder accro. Et puis elle disparaît. Soudain, le sourire s'éteint, le silence revient. Ton système nerveux réclame ce qu'il a perdu. Tu comprends maintenant, elle n'a pas besoin d'actes extrêmes. Elle n'a qu'à te faire goûter à la montée, puis te priver de la descente. Et comme un drogué, tu rampes à nouveau vers elle, mendiant une autre dose. Freud disait « Les émotions refoulées ne meurent jamais, elles sont enterrées vivantes
et reviendront plus tard sous une forme plus laide. Voilà le secret de ce piège. Elle réveille en toi tes pulsions les plus profondes, le désir, le besoin, la faim, sans jamais les satisfaire entièrement. Tu restes donc prisonnier, enchaîné non par elle, mais par ta propre biologie, ton propre attachement au cycle, récompense, frustration. Et le plus cruel, elle n'en est peut-être même pas consciente. Certaines femmes le font intentionnellement, oui, mais pour la plupart, c'est instinctif. C'est la nature, c'est l'écho de milliers d'années inscrits dans leurs os. Mais que ce soit conscient ou non, l'effet est le même. Ton attention se réduit, ta mission faiblit, ton esprit s'embrase de son image. Voilà pourquoi des hommes abandonnent leur voie. Voilà pourquoi ils sacrifient leur empire, leur dignité, leur âme. Pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle sait, d'instinct, comment transformer beauté et attention en armes psychologiques. Tu l'as vu, tu l'as vécu. Et pourtant, ce n'est que le deuxième piège. Le troisième est bien plus brutal. Il ne s'attaque pas seulement à ton esprit ou à ta biologie. Il cible ton estime de toi-même. Si la beauté et le mystère sont les appâts, le troisième piège est la lame. Ce n'est pas doux, ce n'est pas séduisant, c'est froid, chirurgical, c'est le test. Chaque homme l'a déjà ressenti, cette pique subtile déguisée en plaisanterie, ce rire condescendant lorsqu'il partage un rêve, ce changement soudain de ton lorsqu'il montre trop d'enthousiasme. Elle t'observe, elle cherche les fissures, et si elle en trouve une, elle appuie. Jung écrivait que l'ombre du féminin peut être nourricière ou destructrice. Ici, c'est la destruction qui règne, car ce piège se nourrit de ta plus grande peur, ne pas être assez. Lorsqu'elle te teste, ce n'est pas un jeu, c'est une mesure de ta valeur. Et le plus cruel, c'est ceci. Elle ne mesure pas qui tu es, mais comment tu réagis. Imagine, vous êtes en rendez-vous. Elle mentionne, l'air de rien, qu'un autre homme n'arrête pas de lui envoyer des messages. Elle te regarde. Est-ce que tu bronches? Tu deviens silencieux? Tu gonfles la poitrine, prête à prouver que tu es meilleur? À cet instant, tu viens de te révéler. Ton insécurité est nue. Ou bien, elle te taquine. Elle se moque gentiment de ton métier, de tes vêtements, de ton ambition. Elle guette ta réaction. Est-ce que tu te défends désespérément? Tu boudes? Ou bien tu ris, imperturbable? Ce ne sont pas des accidents, ce sont des tests, des sondes psychologiques pour dénicher ta force ou ta fragilité. Machiavel l'aurait parfaitement compris. Il écrivait que tout souverain doit tester ses sujets. Et les femmes, dans leur propre royaume du désir, testent. C'est leur politique, leur diplomatie, leur façon de distinguer le fort du faible sans jamais poser de questions directes, et la vérité brutale. La majorité des hommes échouent. Ils s'effondrent dès le premier retrait d'approbation. Ils se plient en mille pour plaire. Il mendiant la validation comme un chien assoiffé. Et elle le voit. Et elle le méprise. Pourquoi? Parce qu'au fond, les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'agenouille. Elles veulent sentir la gravité d'un homme qui reste debout. Un homme qu'aucune bourrasque ne peut faire plier. Mais voici le paradoxe. Elle ne cessera jamais de tester. Jamais. Même si tu réussis un test, un autre suivra. Car le féminin, par nature, cherche les limites du masculin. Et au moment où tu cèdes, où tu abandonnes ton cadre, le charme est rompu. Freud parlait du surmoi comme d'une voix intérieure d'autorité, nous punissant par la honte lorsque nous échouons. Dans les relations, la femme devient souvent ce surmoi, distribuant honte et approbation comme une déesse sur son trône. Et les hommes, affamés d'amour, d'acceptation, de paix, lui remettent que leur pouvoir. Tu vois maintenant, ce piège ne parle pas seulement d'elle, il parle de toi, de tes faiblesses, de tes blessures, de ton besoin désespéré d'être approuvé. Elle ne crée pas cette fissure, mais elle la trouve, et elle appuie, jusqu'à ce que tu casses. Alors, quelle est la contre-attaque? Elle est simple, mais brutale. Tu ne dois plus vivre pour son approbation. Tu ne dois plus craindre sa désapprobation. Ta valeur ne peut plus dépendre de son regard.
de ses tests, de ses réactions. Elle doit venir de toi, de ta mission, de la force de ton être. Sinon, tu échoueras à chaque fois, et elle ne te respectera jamais. Voilà le troisième piège. Et si tu pensais que tester ta valeur était impitoyable, attends de voir le quatrième. Car celui-ci ne teste pas ta force. Il pirate ton identité même. Cela commence toujours de la même manière. Une conversation tard le soir, un silence complice. Sa voix devient douce, presque fragile. Elle te parle de ses blessures, de ses cicatrices d'enfance, des trahisons, des chagrins. Tu écoutes, tu te sens choisi, digne de confiance, important. Tu crois qu'elle s'est ouverte à toi, que cela veut dire quelque chose. Et là réside le quatrième piège. L'illusion de l'intimité émotionnelle. Ça ressemble à de la connexion. Ça a le goût de la proximité. Mais trop souvent, ce n'est qu'une performance, consciente ou non, conçue pour te lier à elle. Carl Jung mettait en garde contre cela. L'intimité réveille nos projections, pas forcément la vérité. Lorsqu'une personne se met à nu, tu ne vois pas seulement son histoire. Tu vois ton propre reflet à travers elle. Tu te dis, elle est comme moi, elle me comprend, on est liés. Mais si ce lien n'était qu'un mirage, et s'il n'était qu'un crochet dans un piège plus profond, les femmes ont affiné l'art de tisser la vulnérabilité dans la séduction. Une confession bien placée n'est pas seulement un partage, c'est un test, c'est un appât, c'est une manière de t'attacher. Quand elle s'approche, les yeux brillants de larmes contenues, tu ne vois pas que sa douleur. Tu ressens un devoir de la protéger, de la guérir, de la sauver. Et dans cette impulsion, tu entres dans le rôle qu'elle a préparé pour toi. Le sauveur, le héros, l'homme qui lui apportera enfin la sécurité qu'elle n'a jamais eue. Mais la vérité cruelle est celle-ci. Sa vulnérabilité est souvent sélective, stratégique. Elle te livre juste assez pour éveiller ton empathie, mais jamais assez pour vraiment se découvrir. Elle te donne l'apparence de l'intimité, tout en maintenant les murs. Et plus tu donnes en retour tes doutes, tes blessures, tes vérités, plus tu te dévoiles, plus le crochet s'enfonce. Car tu n'es plus seulement attiré par sa beauté, tu es prisonnier de son histoire, tu es émotionnellement investi dans sa guérison. Tu as lié ta valeur au fait qu'elle te voit comme l'homme capable de la sauver. Freud appelait cela le transfert, le besoin inconscient de rejouer des émotions non résolues sur une autre personne. Tu crois que tu l'aimes, mais en vérité, tu rejoues une vieille histoire inachevée. Et elle y gagne. Elle devient celle qu'il faut sauver, pendant que tu t'épuises à prouver ton dévouement. Pense à tous ces hommes qui tombent dans ce piège. Ils rencontrent une femme abîmée, différente. Ils donnent tout, temps, argent, énergie, croyant que l'amour la guérira. Des années plus tard, ils sont vidés, brisés, rejetés. L'intimité qu'ils croyaient réelle n'était qu'une illusion. Cela ne signifie pas que toute vulnérabilité est manipulation. Certaines femmes sont sincères. Mais le piège est là. Dans l'aveuglement du désir, les hommes ne font plus la différence. Et dans cet aveuglement, ils tombent, parce que ce n'est plus seulement du désir. Ce n'est plus une projection, c'est une question d'identité. L'homme se convainc qu'il est l'élu, celui qui répare, qui guérit, qui sauve. Et quand elle part, ce n'est pas seulement le cœur qui se brise, c'est l'âme qui s'effondre. Ce quatrième piège ne vise pas le sexe. Il vise l'âme. Il te fait croire que tu es important, indispensable, unique. Il t'enchaîne à un rôle écrit pour toi. Et ceux qui tombent dans ce piège en ressortent rarement indemnes. Mais le cinquième, le dernier, c'est le plus dévastateur de tous. Car lui ne manipule pas ton esprit, ni ton corps, ni tes émotions. Il s'empare de ton avenir. Ce piège-là, ce n'est pas la luxure, ce n'est pas la beauté, ce n'est même pas l'intimité, c'est le salut. Le murmure qui dit « Si tu m'as, tu seras enfin complet ». Le mensonge de l'éternité, la promesse du « pour toujours ».
C'est le piège le plus dangereux, car il exploite ta faim la plus profonde. Non pour le sexe, non pour le statut, mais pour le sens. La plus grande blessure d'un homme n'est pas dans sa chair, mais dans son âme. Et les femmes, consciemment ou non, jouent sur cette blessure. Jung disait, « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Oui, l'amour transforme. Mais l'illusion du salut corrompt. Elle te fait croire que la transformation ne peut venir que par elle. Quel est le morceau manquant de ton âme? Réfléchis. Dans toutes les cultures, toutes les religions, toutes les histoires que l'on raconte aux hommes, ce piège est présent. La princesse qui rachète le chevalier, la muse qui inspire le poète, la femme fidèle qui rend l'homme brisé entier. Depuis l'enfance, tu es conditionné à croire que le salut ne vient pas de toi, mais de ses bras. Et lorsqu'elle le chuchote, lorsqu'elle promet le « pour toujours », tu y crois. Tu crois que son amour guérira ta solitude. Tu crois que sa fidélité apaisera tes doutes. Tu crois que son corps, ses mots, sa présence rendront la vie supportable. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle part? Quand la déesse que tu avais mise sur un piédestal révèle ses failles, quand l'éternité s'effrite en poussière entre tes doigts, tu t'effondres parce que tu avais lié ton identité à sa promesse. C'est ce piège qui ruine la vie des hommes. C'est pourquoi ils se détruisent dans les divorces. C'est pourquoi ils se noient dans l'alcool, dans la dépression, après une rupture. Ce n'est pas à cause du sexe, ce n'est pas à cause de la beauté, c'est parce qu'ils ont cru à la promesse du salut à travers une autre. Schopenhauer écrivait avec une brutalité glaciale que les femmes n'étaient pas faites pour les grandes œuvres, mais pour guider les besoins reproductifs des hommes. Une vision rude sans doute, mais derrière cette noirceur, une vérité brute. Les hommes se mentent à eux-mêmes en voyant les femmes comme des rédemptrices. Elles sont humaines, mortelles, incomplètes. Et pourtant, les hommes continuent d'y croire, parce que l'espoir est la drogue la plus cruelle de toutes. La promesse du « pour toujours » te maintient enchaîné bien après que le désir se soit éteint. Elle te fait croire que sans elle, la vie n'a pas de sens. Et quand elle s'en va, tu te crois mort. Mais voici la révélation. Aucune femme ne peut te sauver. Aucune femme n'en a jamais eu le pouvoir. La promesse du salut par l'amour est le piège ultime. Et l'antidote est brutal, mais libérateur. Tu dois te sauver toi-même. Car l'homme qui cherche le salut dans une femme sera toujours un esclave. Mais celui qui devient entier par lui-même, celui qui n'a besoin de rien, ne peut être brisé, ni manipulé, ni asservi. C'est cet homme-là que les femmes testent sans relâche. C'est celui qu'elles désirent en secret. C'est celui qui transcende les 5 pièges, qui brise le cycle, qui devient intouchable. Tu les as vus maintenant. Les 5 pièges psychologiques, le mystère, la beauté, les tests, l'intimité, le salut. 5 armes, 5 illusions, 5 chaînes que les hommes, depuis la nuit des temps, acceptent de porter volontairement, aveuglément, désespérément. Pourquoi? Pourquoi des hommes intelligents, puissants, brillants, tombent-ils encore et encore? Pourquoi des guerriers, des rois, des philosophes s'effondrent-ils aux pieds de la beauté comme sous un sortilège? Jung nous a donné la réponse. Car ce que tu vois en elle, ce n'est pas elle, c'est toi, l'anima, le féminin intérieur, la projection de tous tes désirs inassouvis, de toutes tes blessures non cicatrisées, de toutes tes faims refoulées. Tu ne tombes pas amoureux d'elle, tu tombes amoureux de toi-même, reflété en elle. Voilà la vérité la plus dévastatrice. La femme n'est pas une déesse, elle n'est pas une sauveuse, elle est humaine, de chair, de sang, faillible, mais ton esprit, ta biologie antique, ta culture, ton âme blessée, l'élèvent au rang de divinité. Et en l'adorant, tu t'oublies. C'est ainsi que les pièges se referment.